Ça a été l'élément déclencheur sur mon parcours qui m'a vraiment permis d'avoir une liberté, de gagner plus d'argent que ce que j'aurais jamais imaginé, que j'aurais jamais cru possible dans ma vie. Et l'e-commerce m'a amené du coup après au développement personnel et au coaching qui a complètement transformé ma vie. Et du coup, j'essayais un peu d'aller chercher chez les autres les clés d'une vie qui marche. Tiens, on a tous, je sais pas vous, vous allez me le dire, mais on a tous dans notre famille un couple, au mariage, aux communions, c'est des rockstars, tu vois. Et en fait, c'est là où j'ai pris conscience un peu du truc que bah, papa, maman, ils sont plus là. Ils vont pas te donner la bectée, frérot. Le monde, c'est ça en fait. Octobre, novembre, décembre 2017, je suis en mode machine enculée, quoi. Je vis à côté du coworking, je me lève à 6 heures ou à 5 heures, je fais la gym, j'arrive au coworking, je mange avec Gary Vee au Subway, le même repas tous les midis, je retourne, je sors du coworking à 22 heures et j'ai des plans et je sais où je vais, on enquille. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Eh bien sûr, je m'appelle Gontran, Gontran Marchand. Bien sûr, mon Gérald, je m'appelle Enzo Honoré, du coup je suis entrepreneur sur le web depuis 2016, ancien commercial dans le milieu du web. J'ai réussi comme ça à resquiller un peu ma place, technico-commercial dans le web. On vendait des sites internet et des applications mobiles. J'ai vu plein de gens sur internet, sur des plages, qui gagnaient de l'argent sur internet, sans travailler tous les jours avec des clients en étant bloqués à Paris, métro, RER et tout. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air trop cool, moi aussi j'en veux. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'en parle à mon boss et puis je lui dis, ce serait super cool qu'on en fasse autant. On avait beaucoup de clients dans l'agence web qui avaient de l'e-commerce, qui avaient des business qui marchaient bien. Et je dis, est-ce qu'on pourrait pas être de l'autre côté de la table, quoi, pour une fois, monter des projets qui nous génèrent de la thune et qui nous permettent aussi d'être un peu libres. Parce que l'année où je gagne le plus d'argent en tant que salarié, en 2015, j'ai envie de partir faire Noël avec ma famille et je me rends compte que je peux pas parce que si je pars en même temps que mes clients, quand je reviens, le boulot, il a pas avancé et j'étais déjà en retard sur les projets, tu vois. Le deal classique quand tu es en agence. Et du coup, je lui dis, ouais, c'est la prison, faut faire autre chose. Et on n'arrivera jamais à faire autre chose parce qu'en fait, comme l'agence était la vache à lait, tu as du mal à couper la vache à lait pour commencer à lancer autre chose en parallèle. Et donc, du coup, on va décider d'un commun accord en août de l'année d'après de se séparer et de se séparer avec un objectif où je développe des business en ligne et que je lui rapporte tout ce que j'apprends sur le chemin. Et je vais me lancer. Je vais surtout pas faire ce qu'on avait dit, mais en tout cas, je vais me lancer. Je vais prendre mon sac à dos. Je vais partir en voyage et je vais essayer du coup de lancer une activité d'infoprenariat, une activité de vente de produits. Et c'est la vente de produits qui aura bien marché pour moi, qui m'aura vraiment permis d'avoir mon indépendance, ma liberté. J'ai filmé le tout sur YouTube. Je suis allé à la rencontre de plus de 200 personnes qui avaient de l'influence ou pas, mais qui avaient réalisé des choses en tout cas que je trouvais incroyables, que je trouvais super sexy et avec lesquelles j'ai fait des interviews. On a partagé tout ça sur Internet. C'est un voyage génial. Et aujourd'hui, je te dirais du coup que je suis e-commerçant. Je gère une flotte, un parc de sites e-commerce et j'ai développé du coup des clubs en ligne, des masterminds en ligne, une communauté avec lesquelles on fait la fête, on se développe, on s'instruit et on s'amuse bien. Voilà. En gros. Et ouais, je suis surpris que tu parles du e-commerce en premier quand tu te présentes. Je te l'ai déjà dit. Ouais. C'est quoi Pourquoi tu parles du e-commerce en premier? Parce que c'est ce qui occupe le plus de temps, c'est ce qui te rémunère le plus, c'est ce que tu aimes le plus. Ouais, c'est ce qui rémunère le plus aujourd'hui. C'est surtout dans une timeline pour des gens qui me découvrent. C'est ce qui a été un peu l'élément déclencheur pour moi. Ça a été l'élément déclencheur sur mon parcours qui m'a vraiment permis d'avoir une liberté, de gagner plus d'argent que ce que j'aurais jamais imaginé, que j'aurais jamais cru possible dans ma vie. Et l'e-commerce m'a amené du coup après au développement personnel et au coaching qui a complètement transformé ma vie. Mais effectivement, je suis arrivé
par la voie de l'e-commerce. Et aujourd'hui, du coup, oui, à travers les clubs, à travers les clubs qu'on a créés, les communautés en ligne qu'on a créées, beaucoup de coaching, beaucoup de coaching en développement personnel et de coaching business où on accompagne des entrepreneurs, et bah, eux aussi créer une activité pour qu'ils deviennent libres, qu'ils gagnent de l'argent et puis qu'ils kiffent la vie. Voilà. Au niveau de tes clients, ils sont pas tous e-commerçants, même si c'est peut-être même pas la majorité, je pense, des gens que tu accompagnes. Ouais, je dirais que c'est un bon 50-50. Aujourd'hui, en gros, on a deux grandes typologies de clients, une troisième, mais on a deux grandes typologies de clients. C'est des e-commerçants et l'autre catégorie, c'est des gens qui sont vendeurs de formation en ligne, coach, prestataires de services. En gros, c'est les deux grandes casquettes. Et puis donc c'est des gens qui ont déjà des activités qui tournent en général. Et troisième profil de personnes, c'est des gens qui cherchent à démarrer, qui cherchent à se lancer et qui rentrent dans la communauté, qui trouvent des gens avec lesquels travailler, qui trouvent des gens avec lesquels parler, qui trouvent des gens avec lesquels partager les problèmes du quotidien, les inquiétudes et qui viennent se développer en termes de développement personnel et en termes de stratégie business pour faire évoluer leur business. Voilà, deux grands profils d'avatar client aujourd'hui avec lesquels on bosse. Yes. Et je reviens sur ton tour du monde. Ouais. Cette volonté-là de vouloir partir de ta région natale. La grisaille. Il y a une histoire derrière ça. Comment t'es venu à Ouais, il y a une énorme histoire. Il Il y a une énorme histoire. Donc moi, je viens de Douchy-les-Mines, à côté de Denain, dans le nord de la France. Une région qui est pas mal stéréotypée, hein, pour tous les stéréotypes qu'on connaît sur les gens du Nord. Mais effectivement, une région avec des gens qui sont sympas, avec lesquels on fait beaucoup la fête. J'ai appris à boire très tôt, c'est une évidence. Mais une région aussi avec son lot de croyances et de limites, je pense. On en parlait la dernière fois avec un ami qui est du Nord et qui me dit, est-ce que tu penses que parce que le Nord est une région qui a été marquée par des travaux qui sont des métiers qui sont laborieux, tu vois, travailler à la mine, travailler dans l'industrie. Est-ce que tu penses que ça a, de façon générationnelle, impacté sur cette croyance que le travail doit être dur et que gagner de l'argent, c'est dur, etc. Et je suis assez persuadé que oui, parce que si c'est pas génétique ou croyances intergénérationnelles qui sont partagées, c'est un environnement, en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai mon premier CDI avec une voiture de fonction à 21 ans et je gagne plus de 2000 euros par mois, tout le monde me dit t'es set up for life, quoi, frérot. Allez, charbonne, achète un petit plein pied. Avec un peu de chance, tu auras un appartement à la mer, tu vois. Et j'étais au le max du quartier, tu vois. Alors que moi, c'était à peine, c'était le premier pas dans une vie que je comprenais même pas encore, tu vois. Et donc, ouais, il y a eu beaucoup de choses. Et puis surtout, le grand froid. Hein, le grand froid. On allait à l'école. Je courais parce que j'étais toujours en retard parce que j'avais pas envie d'y aller déjà. Et donc, je courais pour aller choper le bus. Donc, tu as déjà commencé à transpirer. Il fait froid, il fait nuit. Ça, il est 7h, 6h du mat, il fait nuit. Et tu rentres le soir chez toi, il fait nuit, tu vois. Mais c'est quoi qui fait en sorte, c'est quoi qui a fait qu'est-ce qui t'a poussé à pas accepter justement cette norme, en fait? Beaucoup de frustration chez mes parents. J'ai ressenti beaucoup de frustration chez mes parents. Mon père est le genre de mec qui s'est développé autour de personnes, donc qui a aidé beaucoup de gens à se développer. Il a fait beaucoup de projets, il a bossé en parallèle beaucoup de son boulot, mais pour d'autres gens. Et d'autres gens ont construit des trucs avec l'énergie que mon père y a mis. Et il était toujours dans l'attente d'eux, mais il n'a jamais osé, tu vois, faire le truc. Et donc, j'ai vu beaucoup de frustration chez lui de ne pas avoir entrepris plus tôt, de ne pas avoir créé des trucs plus tôt, de pas... Et typiquement, un des cas de figure qui représente beaucoup ma mère, c'est déjà 30 ans le même boulot, qui est à 5 minutes de la maison, qui est à 5 minutes de la maison de mes grands-parents. Et je me souviens quand j'étais gosse, genre 10 ans, grand max, mon père part dans un délire, on va acheter une deuxième maison. Et puis la première maison, on va mettre des locataires et le loyer va se payer tout seul et tout. Ma mère terrorisée a dit non, on ne l'a pas fait. Et 1 ou 2 ans plus tôt, il n'y a que des baraques à frites autour de chez moi, 3-4 baraques à frites, un kebab, un truc comme ça. Et il n'y avait pas de pizzeria. Et ma mère, elle dit, ma mère adorait faire à bouffer, adorait faire de la bouffe italienne. Je suis
mes grands-parents du côté de ma mère ont immigré dans les années 60. Et donc, du coup, on a cette culture de la bouffe italienne, etc. Et ma mère dit, on va lancer un truc italien. Tu vois. On va faire des lasagnes, on va faire des tortellines. Ma mère le faisait déjà en gros pour toute la rue gratuitement. On a dit, on va monétiser, quoi, tu vois. Et elle l'a jamais fait. Elle l'a jamais fait. Et son cousin l'a fait 1 an après. Et aujourd'hui, ils ont le restaurant qui fait vivre une famille de 5 personnes, plus un food truck en parallèle, tu vois. Et donc, j'ai vraiment ressenti chez mes parents une espèce de frustration de ne pas s'être réalisé. Et puis, voilà, moi, je les ai vus, 50 berges. Mon père perd son taf. Qu'est-ce que tu as accumulé de toute ta vie? Une maison qui vaut 100 000 euros à Douchy-les-Mines et 100 000 euros sur une assurance vie. Tu vois? Et je suis pas à plaindre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins, tu as des gens qui n'ont même pas de maison, tu as des gens qui n'ont pas de thunes de côté. Mon daron s'est levé toute sa vie à 4 heures pour faire les postes, les après-midi, les trucs, les machins. Ma mère a travaillé très dur parce que je la voyais partir. Elle m'amenait le matin à l'école et le soir, elle rentrait à 20 heures en général, tu vois. Elle avait 2 heures ou 3 heures de coupure, mais elle bossait full day pour faire quoi au final, tu vois. Et moi, je me suis dit, je veux pas de cette vie, frérot. Moi, je veux tout. Je veux le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Moi, je veux tout, quoi. Et dans ton voyage initiatique, on peut appeler presque ça comme ça. Ouais, grave. En storytelling, on raconte ça comme ça. C'est quoi le truc qui t'a le plus... qui t'a fait sortir vraiment du paradigme, de ce qui t'était imposé? Est-ce que quand t'es parti, t'avais déjà fait un début du voyage? Le principal, c'était de partir, ou est-ce que vraiment tu as eu des étapes, Non, non, non. Je pense que tu pars sur un coup de tête en essayant d'imiter d'autres gens que tu trouves cool et avec un rêve dans la tête de liberté et cette vie du mec blond hyper beau gosse, les cheveux à 2000 ans en Australie avec son van super beau gosse qui va pécho une gonzesse incroyable que chez nous les Pokémon comme ça ils poussent pas, tu vois. Et c'est un espèce de stéréotype que tu as dans la tête. Mais je pense que quand tu pars, tu te rends compte de tout ça, de la dure réalité du voyage solitaire aussi, qui est dur. Tu te sens seul, tu te sens un peu aimé, tu te sens perdu, tu sais plus ce que tu veux, etc. Toutes les galères du quotidien à gérer. Et la beauté aussi de tous ces moments-là, et l'introspection, le travail en développement personnel qui vient, les vrais questionnements sur la vie, les rencontres d'une soirée que tu as l'impression que c'est les rencontres d'une vie, les moments de passion, les moments de sexe aussi, pour le coup, avec les femmes que tu rencontres sur le chemin, et les moments d'amitié et les moments de connexion avec la nature, de découverte d'un autre monde, d'un monde dans lequel il y a peut-être plus besoin de courir autant qu'avant, d'un monde dans lequel tu redéfinis les codes de l'amour, de la beauté, de l'amitié, du travail, du travail. Qu'est-ce que c'est que de travailler? Tu as un paradigme complètement différent quand tu restes 2-3 mois à Bali et qu'on t'explique ce que c'est que le bonheur, la religion, le travail, l'argent. Parce que ces gens-là ont une vision du monde qui est complètement différente de la nôtre et qui peut choquer, paraître étrange. Et au final, quand tu l'écoutes, quand tu la regardes, quand tu l'analyses, tu te dis, tiens, peut-être qu'il y a des trucs qui pourraient être intéressants dans ma vie. Parce que le paradoxe était le suivant. Moi, j'avais pas envie d'être malheureux. J'avais pas envie d'une vie de galère pour une retraite de misère, tu vois. Et du coup, j'essayais un peu d'aller chercher chez les autres les clés d'une vie qui marche. Tu vois, on a tous, je sais pas vous, vous allez me le dire, mais on a tous dans notre famille un couple au mariage, aux communions, c'est des rockstars, tu vois. C'est des gens, ils sont beaux, tu les sens, ils sont amoureux, ils dansent avec passion, même encore à 45 berges, ils sont tout le temps en train de se marrer. Bon, c'est en général aussi des couples qui divorcent quelques années plus tard, mais dans le stéréotype, tu vois, dans la beauté de la chose. Et moi, ces gens-là, j'allais leur voir, je disais, mais comment vous faites, tu vois? Genre, j'ai envie de créer cette passion, cette intensité, cet amour, cette beauté dans la relation, comment on fait? Et j'ai un peu mis ça dans tous les domaines de ma vie. J'ai eu la chance sur mon chemin, j'ai rencontré beaucoup de mentors et de gens qui m'ont transmis des choses géniales. Et t'en fais partie notamment, donc c'est aussi un plaisir d'échanger aujourd'hui.
Et tu te construis petit à petit en faisant ton chemin. Mais un moment là qui me vient assez marquant, qui est complètement inutile et futile, mais moi m'a marqué. Euh, je suis à Bangkok, je reviens de je sais plus où, je reviens du nord de la Thaïlande, je repasse à Bangkok, je dois prendre un bus qui m'emmène sur les îles. On est vraiment en mode cheap, hein, tu voyages avec très peu d'argent, tu prends des bus, tu dors un truc à 10 balles, voilà. Il y a que ton laptop sur toi qui a de la valeur, tu vois. Et, euh, et je rate le bus, tu vois. Et en ratant le bus, machin, je cours un peu pour aller chercher le truc, t'es un peu perdu, tu comprends rien, les gens parlent pas la langue, enfin, tu vois, t'es un newbie du truc. Et il y a une voiture qui a deux doigts de m'envoler, tu vois. Et là, j'ai un espèce de flash, et je comprends pour la première fois, genre depuis que je suis parti, que je suis à l'autre bout du monde, je suis tout seul. Et je me suis demandé si je me faisais écraser maintenant et que je mourrais, dans combien de temps mes parents le seraient, tu vois. Et en fait, c'est là où j'ai pris conscience un peu du truc que bah, papa, maman, ils sont plus là. Ils vont pas te donner la bectée, frérot. Le monde, c'est ça, en fait. Le monde, c'est ça, c'est maintenant. Dans toute sa beauté comme dans toute sa violence. Et qu'est-ce que toi, tu vas en faire? Alors, je te dis ça digérer un petit peu avec les années plus tard, mais en tout cas, j'ai vraiment vécu ce moment de t'es tout seul, si tu meurs maintenant, dans combien de temps tes parents ils seraient au courant? Et donc, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu t'occupes de toi. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Par rapport à ce voyage, justement, est-ce que tu as eu besoin de ces moments de solitude pour te connecter, te commencer à t'intéresser au dev perso? Et vis-à-vis de ta productivité de boulot, est-ce que justement, si tu avais été dans un bureau je sais pas, de 8h à 18h, ce qui n'est pas non plus insurmontable, est-ce que tu aurais produit différemment? Est-ce que tu aurais développé tes business différemment? Ouais, Vis-à-vis de 100%, toi et c'est vis-à-vis de ton sûr. boulot. C'est sûr. Alors, je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, mais c'est sûr. Euh, En fait, j'étais déjà un peu dans le développement personnel, mais c'était très limité. C'était quelques bouquins, c'était des trucs que je trouvais cool. Et c'était des bons préceptes qui nous donnaient bonne conscience presque, tu vois. Mais mis à part ça, c'est tout. Et typiquement, faire un voyage en solitaire, c'est une mise en application concrète de tous les bons sermons du développement personnel. C'est vivre un truc qui va te sortir de ta zone de confort, qui va pas te plaire tout le temps, en fait, c'est pratiquement l'histoire de la vie. C'est-à-dire, toi, dans ta tête, tu as une perception d'un truc qui va être génial, qui va être incroyable, dans lequel tu vas vivre des aventures magnifiques tous les jours, dans lequel tu vas te sentir libre et faire des memories d'influenceuses Instagram sur ton truc. La réalité des choses, t'arrives, il pleut, il y a un bus qui passe, il t'envoie une vague de merde dans la gueule. T'avais un booking, ton booking il est pas pris, le mec il parle pas la langue. T'as envie de manger, tu manges un truc trop épicé, tu te chies dessus pendant 3 jours, t'as mal au ventre, tu comprends rien. La réalité du voyage, c'est ça. Et c'est un beau pied de nez à la vie parce que c'est ce truc de la perception face à la réalité. Et en même temps, c'est magnifique et le bonheur, il va se chercher dans ce que tu vis au quotidien et dans ce sur quoi tu as envie de te focus. Et effectivement, moi, j'étais jamais resté tout seul. Je suis quelqu'un de nature de très sociable. J'avais beaucoup d'amis autour de moi, beaucoup de connaissances autour de moi. Tous les week-ends, on était de sortie. J'avais souvent des gens à la maison. Et j'ai l'alcool festif et j'ai l'alcool facile et on faisait souvent la fête. Donc, effectivement, quand tu te retrouves tout seul à 19h dans ta chambre d'hôtel, que tu n'as rien à faire, bah, tu dors. T'étudies un peu, puis tu dors et tu penses. C'est dans un moment où voilà, j'ai quitté mon job où je gagnais 3, 4, 5 000 euros par mois pour créer une entreprise qui faisait zéro thune et tu te remets en question, quoi. Tu te remets en question. Tu essaies de comprendre un peu ce que tu veux, où tu vas, ce qui est important, ce que tu as envie de définir ou pas. Tes proches te manquent et en même temps, ce que tu es en train de vivre ici, c'est incroyable. Et ouais, c'est tout ce mélange-là de commencer à se poser les questions, à justement un peu rentrer en méditation et tout. Et après, je pense que j'ai eu des phases parce que typiquement 2017, du coup, bien plus tard, pratiquement un an plus tard, tu vois, genre octobre, novembre, décembre 2017, je suis en mode machine enculée, quoi. Je vis à côté du coworking, je me lève à 6 heures ou à 5 heures.
je fais la gym, j'arrive au coworking, je mange avec Gary Vee au Subway, le même repas tous les midis. Je retourne, je sors du coworking à 22h et j'ai des plans et je sais où je vais, on enquille. Et puis il y a des moments où, comme t'es pas drivé, parce qu'il n'y a pas l'énergie du groupe, il n'y a pas la vision, c'est toi-même qui poses tes objectifs. Puis quand tu es un peu perché, à moitié perdu, tu sais pas trop ce que tu produis, où tu vas, il n'y a personne derrière toi pour te dire quoi que ce soit. Et donc, des fois, tu flânes un peu et t'en fais pas beaucoup. Mais je pense que c'est hyper important d'un point de vue personnel que d'un jour vers un voyage solitaire, ne serait-ce que pour confronter à la perception du rêve que l'on en a fait, pour expérimenter un vrai moment de liberté une fois dans sa vie, de vivre des émotions intenses et des souvenirs mémorables, et en même temps pour se trouver personnellement, professionnellement, et puis définir le cap, quoi. Quand tu as fait ta première vente e-commerce, tu étais là-bas? Tu étais sur place? Exactement. Le même jour. Le bateau pirate et braceletsbouddha.fr. Le bateau pirate, c'était finalement un espèce d'accompagnement, comme je peux le faire aujourd'hui, qui c'était en gros, on se rassemble pour développer ensemble notre business en ligne. Et moi, j'allais y apporter l'énergie, quoi, le networking, et en même temps tous les conseils en commerce, en marketing que j'avais déjà accumulés avec les années d'expérience. Et donc ça s'appelait le bateau pirate. J'ai dû vendre ça 150 balles pour 3 mois d'accompagnement, un truc comme ça. Et je lance ce truc-là, du coup, novembre ou décembre 2016. Voilà, novembre ou décembre 2016. Et juste avant de partir en Thaïlande, donc on doit être en octobre, je découvre Sébastien Cerise avec Laurent Chenot sur un webinaire qui parle de Magic Business et qui parle de dropshipping. Moi, j'avais des clients e-commerce, ça faisait des millions d'euros, des boutiques comme Inderwear, par exemple, où le mec, il avait ses propres studios dans les bureaux à Paris, tu vois, en banlieue parisienne. Il faisait des photoshooting là-bas. Il y avait la logistique à la cave avec des trucs bipés, des scans, des machins, des trucs. Il y avait des centaines de milliers d'euros de stock. C'était énorme. Et moi, du coup, je me disais, c'est pas possible sans sous, tu peux pas, en fait. Si t'as pas de thunes, tu fais pas d'e-com, quoi, tu vois. J'avais déjà fait de l'e-commerce. J'avais créé mon premier site quand j'avais 18 ans où je revendais des cartes Magic, donc des cartes de jeux de collectionner. On était dans la niche parce que du coup, je revendais que des cartes qui étaient japonaises. J'achetais au Japon, j'ai un fournisseur au Japon, j'achetais au Japon, je le faisais revenir, etc. On a fait 2 stocks, après j'ai arrêté parce que c'était un travail de titan par rapport à la marge très aléatoire qu'on pouvait faire parce que du coup, tu as l'aléatoire de quelle carte tu vas avoir dans un paquet quand tu l'achètes, tu vois. Et puis pas très sérieux dans tous les cas. Et donc, j'avais déjà ce côté e-commerce, je faisais déjà de l'achat-revente, etc. Un peu le bon coin. Voilà, j'étais le genre de dealer du coin, tu vois. Mais là, c'était un autre niveau d'e-commerce qui nous était proposé. Et lui, il arrive, il dit ouais, pas de problème, tu fais une capture d'écran sur AliExpress, tu le mets sur ton site, t'envoies une publicité et tu fais de l'oseille, quoi. C'est pas possible. J'avais 2 écrans, deuxième écran, j'ouvre Shopify, que je connaissais pas non plus à l'époque, parce que l'on travaillait sur WordPress, sur Magento, sur PrestaShop. Shopify, je crée mon site en quelques minutes, je mets 2 photos et on y va, braceletsbouddha.fr, et je vais vendre des bracelets. Pourquoi bracelet Bouddha? Parce que dans le webinaire, il parle de ça en fait. Du coup, je réfléchis pas, je m'en vais. Et d'ailleurs, je vais en Thaïlande et du coup, je me dis, super pour le storytelling, je suis en Thaïlande sur les marchés, ici, je trouve des produits, tu vois, on va faire un storytelling, on va essayer de vendre ça. Et mon premier bracelet, je le vends à Gaston Hakim Last. Ah ouais. Et Thomas Routier, je crois. Ah oui, ok. Sur Facebook, je fais un post. Voilà, je viens de lancer ma boutique, je suis en Thaïlande, voilà, je vends des bracelets, machin. Bon, en gros, je les achetais 5, je les revendais 15, quoi. C'était pas non plus assassiner personne. Mais ouais. Mais t'allais les chercher tes ventes, t'étais pas en ads. Je suis allé les chercher sur Facebook, en Messenger et tout, pas en ads, ouais. Mais non, parce que j'avais peur, hein, je savais pas trop comment ça marchait, j'avais jamais mis de l'argent en ads, sur mes propres budgets, etc. En agence, on était pas très bon, hein.
Chez Célaneo, on n'est pas très bon à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on fait de l'e-com, donc on est bien meilleur qu'à l'époque. Mais à l'époque, on n'était pas très bon. On était plutôt une agence de techos qu'une agence de marketeurs. Et donc, j'avais pas un gros background en ads. Donc, à l'époque, non, pas en ads. Je l'ai fait en proche sur Messenger. Et en général, c'est ce que je disais dans mes formations e-commerce d'ailleurs ou dans mes coachings, dans mes accompagnements. C'est si aujourd'hui tu crées une boutique et que tu n'es pas capable de vendre à 5 personnes dans ton entourage proche ou dans un niveau N+1 ton produit, envoie même pas de la pub dessus. Si tu n'es même pas capable de le vendre autour de toi là et que tu veux faire de la pub pour l'envoyer à des millions de personnes, si tu n'es pas capable de le vendre déjà à 30 personnes ou 40 personnes autour de toi, comment tu veux qu'un million de personnes derrière l'achètent? C'est pas possible. Et c'est toujours quelque chose que je garde, ouais. Même si ça se perd beaucoup, quoi. Et tes premiers 1 000 euros par jour, c'est arrivé à quel moment? Parce que ce step-là, il est quand même hyper important. Vente de formation, pour le coup. Ok. On bascule de business, là. Bam! Le premier 1 000 euros par jour de vente, c'est pokergagnant.fr. Alors, ouais, mon problème, c'est ça. Mon problème ou ma force. J'ai toujours voulu tout faire, j'ai toujours touché à tout. Quand j'étais salarié commercial en agence, par exemple, à Paris, en parallèle de ça, le boss avec lequel je bossais à l'époque, Nico, du coup, monte une agence d'immobilier. Je me lance avec lui, je deviens commercial dans l'immobilier. Voilà. Je fais des visites. Je regardais sur M6 le mec, là, dans les trucs. Et puis, je refaisais pareil, tu vois. Stéphane Plaza, je regardais Stéphane Plaza, je reprenais les punchlines et je faisais des visites. Alors, madame, vous le trouvez beau, mon appartement? et on y allait. On a fait des ventes, frérot. J'ai vendu mon premier appart et tout, tu vois. Et donc, ouais, j'ai toujours été comme ça, multicasquette, à vouloir faire plein de trucs, à découvrir plein de trucs. Et effectivement, j'ai besoin d'émulation. Et j'ai fait la même chose dans le business en ligne. J'ai fait la même chose dans le business en ligne, où au début, dans tous les cas, j'ai continué à faire en fait cette casquette d'agence où je trouvais des projets de gens autour de moi et puis je le faisais réaliser à l'agence ou je le faisais réaliser auprès de freelance qui étaient mes potes de l'école d'ingénieur à l'époque et qui me faisaient du coup les sites. Et moi, d'ailleurs, ça me permettait de gagner un peu ma vie avec ça avant vraiment que le business en ligne, comme on l'entend, c'est-à-dire de vendre des trucs pendant que tu dors, se mette vraiment à marcher. Ça m'a pris du temps, hein, quasiment, je dirais 6 à 8 mois de branlette où rien ne fonctionne avant vraiment d'avoir un truc qui commence à marcher. Et commence à marcher, commence à faire des ventes, quoi. Et du coup, les premiers 1 000 euros par jour, c'est pokergagnant.fr. Pokergagnant, c'est quoi? Quand je commence à me lancer dans le marketing en ligne et tout, donc je fais une grosse vente très vite à un client de l'agence où je vends ma première formation en ligne pour vendre des formations en ligne à 8 ou 9 000 euros. Le projet part de là. Je dis à Nico, si j'ai réussi à vendre à un client un truc à 8 000 balles, je peux bien vendre des trucs sur Internet, ça va le faire. Tu vois. Bon, résultat des courses, ça s'est jamais passé aussi bien que ça, mais le plan était là. Et donc, je pars de là et à un moment donné, je me rends bien compte que moi, en voulant développer une image sur Enzo Honoré, en voulant vendre de la formation en ligne, ça marche pas en fait. Tout ce que j'essaye, de toutes les méthodes de marketing, de techniques, de machin, ça marche pas. Et en fait, je comprends que c'est l'autorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais lancer un projet sur le trading. Me demandez pas pourquoi. Opportunité, j'ai rencontré un gars qui m'a rencontré un gars, il m'a donné trop de bière. J'ai organisé un script de vente. Le lendemain, on commençait à vendre des trucs. Et là, il n'y avait pas le biais d'autorité, il était fort en fait. Il était fort, il était différent, il était bien organisé, etc. Et du coup, ça marchait. Et je me dis, en fait, le problème, c'est qu'Enzo Honoré, je suis personne et je suis incapable moi-même de me vendre. Tu vois. Et donc, du coup, en fait, je vais vendre des gars qui sont déjà connus. Ça va être beaucoup plus facile, tu vois. Et donc, je me mets à vouloir lancer un truc. Donc, je rencontre un gars dans le milieu du thé, d'accord, un passionné du thé, frérot. Je me suis dit, on va vendre des théières en e-com, on va vendre des formations sur le thé, des cures de thé, je sais pas quoi, machin. Je démarche une autre personne qui faisait quoi? Dans la musique, je crois. Et je démarche dans le poker, parce que je suis passionné de poker. Avec mes potes d'enfance de mon bled, ils ont monté une association en France. Il y a beaucoup d'associations, des petits clubs de poker comme ton club de foot. Mais c'est un club de poker. Et donc, on joue au poker plusieurs fois par semaine et tout. Je suis vraiment addict au truc. J'adore ça. Autant la vision sportive que la vision argent me plaît. Et je suis à fond là-dedans. Et donc, je me dis, tiens, il y a un énorme marché. Et du coup, je lance pokergagnant.fr, qui était du coup un site de formation en ligne dans le milieu du poker,
En parallèle de ça, je lance pokerdenîmes.fr, qui est un site de vente d'articles de poker sur Internet. Et je lance ma première marque de textile qui s'appelait Je peux pas, j'ai poker. Et donc, l'idée, c'était t'acquéris un lead, le gars, tu lui vends tout, quoi. Et du coup, tu fais des CPA tu peux monter sur tes CPA vu qu'on va se gaver dans tous les cas. Et ma stratégie, elle était double. C'était de rentrer dans les clubs de poker qui, eux, ont des problèmes en termes de trésor. Parce que comme tous les clubs, bah, ce qui fait tourner le club, c'est la buvette. Et moi, j'allais arriver vers ces gens-là en disant, bah, tu vois, les 6000 emails que tu as collectés de joueurs actifs, de Bernard, 42 ans, passionné de poker, qui dépense un peu d'oseille dans sa passion, moi, ça, je peux te faire gagner beaucoup d'argent sur ta liste d'emails. Et je vais te générer un revenu mensuel qui va te permettre d'organiser plus de tournois, de mettre bien tes adhérents. Et du coup, le business model, il y avait tout, tu vois. Parce que les mecs, ils étaient heureux de me donner des listes d'emails de 10 000 personnes, hyper qualifiés, frais, qui répondaient à leurs emails parce que potentiellement, ils attendaient la réponse de l'inscription du tournoi de je sais pas quoi. Et moi, j'avais 10 000 prospects qualifiés sans rien faire, qui, quand j'allais leur dire, est-ce que tu veux gagner plus souvent au poker? Avec l'autorité d'un joueur professionnel qui, du coup, s'appelait Steven Moreau à l'époque, bah, ça allait faire banco, tu vois. Bah, ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Du coup, je veux le lancer avec Fabien Perrault, qui est un coach qui est assez connu dans le milieu des clubs, etc. Il avait déjà une activité en parallèle, lui, de coaching. Donc, je pense qu'il a été un peu réticent. Il s'est dit, le mec, il n'est pas encore assez mûr. Moi, je partage en toute transparence que j'y connais rien, que j'ai vu tout ça, que je peux recopier tout le modèle et que j'ai besoin de quelqu'un avec lequel le lancer. Et lors de ce tournoi, on est dans un tournoi vacances poker en Espagne. Il y a Steven Moreau qui est présent justement comme un guest un peu VIP et tout. Et je discute avec le mec. Il me parle un peu de ses problématiques, il me parle de ses envies, il me parle de ses projets. Moi, je raconte mes projets et je lui dis, c'est quoi, j'ai un projet, faut que je t'en parle. Et en gros, lui, il était encore sponsorisé PokerStars à l'époque et il était commentateur en fait des tournois. Donc, il avait encore de la visibilité, il était encore dedans. Il jouait beaucoup moins qu'avant, mais il était encore une espèce de VIP dans le milieu du poker français. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, let's go, tu vois. Et du coup, on lance cette première formation. Donc, je fais le truc basique. Je lance une landing page sur WordPress. Je crée une page Facebook. J'enregistre une dizaine ou quinzaine de vidéos avec lui. Les 5 conseils pour être moins perdant au poker et devenir un joueur gagnant. Petit lead magnet, laisse ton email. Et je me fais relayer par une dizaine de médias spécialisés dans la semaine. Je prends 4000 emails en 4 jours. Et là, je me dis, OK. En fait, toutes les méthodes marketing que j'essayais avant qui ne marchaient pas, en fait, c'est juste parce que je n'avais pas le bon produit, la bonne accroche, la bonne personne. Il manquait quelque chose dans la recette, tu vois. Et donc là, ça a été un super terreau. Et puis un jour, j'ai lancé une formation à 150 €, 20 places. On a vendu les 20 places dans la journée. Et je me souviens, j'étais en République dominicaine déjà à l'époque, même si j'avais aucune idée, dans un all-in en vacances, tu vois, pour la première fois avec ma gonzesse de l'époque. Et on est au resto avec d'autres nanas que j'ai rencontrées, machin. Le téléphone, il sonne, les notifications Stripe. Ah, j'ai l'impression de vivre un rêve, tu vois. J'avais l'impression de me dire, ça y est, j'ai craqué les codes du succès. Je suis l'élu, je suis Néo et je vais devenir riche, tu vois. Bon, la réalité, c'est que 2 semaines plus tard, en gros, je fermais le site parce que j'étais pas d'accord avec Steven et on n'avait pas la même vision du truc. Et que avant que je refasse des résultats sexy sur un business avec lequel je suis aligné, ça va me prendre du temps. Mais c'était une très belle expérience. Ouais. C'est toutes ces histoires-là, elles me font penser. Tu la connaissais celle-là, toi? Je savais même pas si tu la connaissais. Si. En fait, je t'avais entendu en parler avec Yo Viral de celle-là. Pas dans ce niveau de détail, mais tu l'avais abordé sur ta chaîne. Ouais. Et toutes ces histoires-là, elles peuvent, bien entendu, on parle des trucs qui ont réussi, mais il y a forcément d'autres projets qui ont été avortés, qui sont pas jusqu'au bout, etc. Mais toutes ces muses, tous ces projets un petit peu pour sortir la tête de l'eau, moi, ça fait écho à plein de trucs que j'ai fait moi, et on a eu cette conversation 1000 fois. Et je sais qu'on s'est souvent posé la question tous les deux, c'est vraiment une interrogation commune sur le fait d'être des slashers, d'avoir mis du temps avant d'accepter ce côté
je lance des projets, je me fais kiffer. Je suis pas un expert absolu dans mon truc, mais par contre, j'ai un potentiel suffisant sur plusieurs thématiques. Du coup, j'y vais, je lance des trucs, je me fais kiffer et on verra. Moi, ça m'a beaucoup complexé. Le fait de pas être le fait d'entendre les entrepreneurs de génie parler de leur focus, etc. Des choses que j'ai jamais réussi à vivre moi. En fait, c'est juste que je voyais toujours, j'étais pas assez nuancé. Je sais que tu es un petit peu comme ça. Comment t'as hacké cette problématique-là d'accepter d'être un multipotentiel, d'être un slasher, de courir un peu tous les lièvres et de kiffer l'instant? En parlant déjà, je pense. En parlant, pour accepter la pilule, pour voir la pilule comme elle est. Pendant longtemps, du coup, j'ai essayé de me mettre dans les baskets de quelqu'un que j'étais pas. Donc, j'ai essayé de la discipline, le focus, un seul projet. Et puis t'es malheureux, en fait, hein. Voilà, t'es malheureux parce que tu t'épanouis pas professionnellement, parce que tu te lasses vite du projet. Et du coup, comme tu te lasses et que tu t'épanouis, bah, t'as pas la bonne énergie. Du coup, ce que tu fais, ça prend pas. Et voilà. Et puis, il y a un moment, effectivement, où tu as plus de recul, tu as plus d'expertise, tu as plus d'argent qui permet de déléguer, qui permet de bien déléguer, de mieux déléguer. Tu as une maturité certainement suffisante aussi, où tu te dis, OK, là, je vais faire 2, 3 projets. On va mettre des gens en place. On va faire les choses bien. Et je peux tout avoir, en fait. C'est pas. Il y a 1 an et demi, grand max. Il y a 1 an et demi, grand max, où je me regarde dans ma situation, dans mes problèmes, dans mon introspection, et je me dis, en fait, j'ai pas à choisir entre faire de l'oseille, faire de coaching et de l'accompagnement, bienveillance, développement personnel, spirituel, et me faire kiffer au quotidien. J'ai pas à choisir entre ces 3 trucs-là, ça s'oppose pas. Tout va ensemble, en fait. Et je peux tout avoir. Mais avant ça, j'étais très tiraillé. J'ai arrêté l'e-commerce en 2019 parce que justement, j'en avais marre du stress, de la pression des chiffres. Je sors d'un échec où je fais 10 tests d'affilée qui ne marchent pas avec une équipe de 7 personnes qui me coûte plus de 20 000 euros par mois. Et je vais avoir peur, en fait, de la descente aux enfers. Je vais croire que ça y est, je suis nul, que je peux plus rien faire, que tout ce que je touche ne fonctionne plus et que c'est terminé. J'ai envie de faire quelque chose qui a plus de sens. Je me reconnais plus dans ce côté argent, 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 argent dont je fais la promotion sur YouTube, que je vis au quotidien. Et les gens qui me connaissent à ce moment-là à Bangkok parleront d'une espèce de dédoublement de la personnalité, quoi. Il y avait 2 Enzo. Il y avait le Enzo en privé, il y avait le Enzo en public, il y avait le Enzo développement personnel, bien-être, focus sur son bonheur et sur la beauté de la vie, et le Enzo focus sur la performance et sur le fait de faire du chiffre. Et je pense que pendant très longtemps, ces 2 Enzo existent et sont là, en fait. Et c'est juste que moi, je ne les acceptais pas. Et je les rejetais même peut-être un peu. Et l'un et l'autre, chacun en leur temps. Et puis qu'à un moment donné, je me suis dit, on s'en bat les couilles, en fait. On s'en bat les couilles et on va tout faire. On va tout faire et on va être tout et je peux tout avoir. Par contre, là où j'ai décidé vraiment de... Il y a quand même une part de focus, en fait, à un moment donné. C'est de comprendre que tu peux faire plusieurs choses, mais plusieurs choses qui se ressemblent. Qui se ressemblent, qui peuvent se dupliquer, sur lesquels il y a des patrons communs, sur lesquels tu fais pas... Et même là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, dans l'e-commerce, je cherche encore à l'intérieur de mon process de niche, de nicher des trucs qui se ressembleraient pratiquement à 2 gouttes d'eau, mais qui seraient des produits complètement différents. Pour justement gagner un maximum de temps sur le site, sur le truc, sur le machin, sur les process logistiques, sur tout ça. Là, typiquement, je vais te donner un exemple à la con. Je vends des peluches et je vends des parures de lit. Ça n'a rien à voir. C'est 2 milieux complètement différents en termes de la fabrication des produits, que la livraison des produits, que la taille des produits, que le coût des produits. Ça n'a rien à voir. Et du coup, tu as plein de variables qui changent. Si tu fais des produits qui ont la même taille, avec des processus de fabrication qui sont similaires, ça va rationaliser également la publicité. Tu vois, il y a plein de choses en fait qui vont se rationaliser. Et je réfléchis vraiment aujourd'hui à faire des trucs qui sont similaires.
Mais donc, du coup, aujourd'hui, en gros, j'ai 2 activités. E-commerce d'un côté et coach, consultant, gourou, président de secte de l'autre. Et en gros, c'est des casquettes complètement différentes de ma personnalité, mais c'est des casquettes finalement qui ont toujours été là, qui ont toujours existé et qui font partie de moi. Et en fait, je les exacerbe juste à un moment donné, à un moment de la journée, en fonction de si je suis en train de travailler sur une stratégie marketing pour le développement d'un site e-commerce ou si je suis en coaching avec un de mes clients. Voilà. Mais en gros, c'est moi et ça fait partie de moi. Et c'est comme ça, je pense, que j'ai réussi à accepter cette multipotentialité. Et c'est qu'aussi, ça marche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à accepter ces différentes casquettes, à arrêter de me mettre des coups de bâton parce que j'arrivais pas à respecter la discipline du focus, de la méthode de mon cul, et que j'étais un peu plus moi-même, mais c'était beaucoup plus fluide. Les résultats dans les projets, ils tartinaient. Les clients étaient contents. Et en coaching et en accompagnement, ce que ça a créé, c'est un Enzo beaucoup plus tranchant, beaucoup plus véritable, beaucoup plus intense. Peu importe le domaine dans lequel on parlait, que ce soit de spiritualité ou de développement, performance du business. Et donc, du coup, voilà comment j'ai accepté un peu ce côté-là. Dans toutes ces histoires, si tu devais qualifier peut-être un succès plus important à tes yeux qu'un autre, ce serait quoi? Les 80 personnes aujourd'hui qu'on a dans la tribu, Tu peux nous expliquer un peu la tribu? c'est un club d'entrepreneurs sur le web, en gros. C'est, t'es tout seul derrière ton écran, viens faire la fête avec nous, on boit des bières, on fait des formations de malades comme t'as jamais vu à 2000 balles chez les cons, et on fait des voyages, on fait la fête et on s'amuse. Tu vois. Et de cette tribu est né des groupes de travail plus avancés quand tu es e-commerçant, quand tu es coach formateur, avec des paliers par chiffre d'affaires, etc. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est un maximum de networking avec tous les leaders des marchés, des marchés sur lesquels on travaille, infoprenariat, coaching, media buying, etc., etc. Donc, du networking et du coup, de la transmission, du partage d'expérience, et puis du partage d'expérience entre nous, les membres qui vivent des galères, parfois des galères qui sont très similaires, parfois des prises de conscience très similaires, et qui du coup transmettent ça et créent une espèce de famille, de fraternité que je trouve incroyable, et avec des transformations de vie de dingue. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est ça, c'est les transformations. C'est les types paumés dans leur life, qui savent pas trop où ils en sont, et qui, 3 mois plus tard, gagnent 2000 balles sur le web et peuvent commencer à vivre un peu la vie de leur rêve. C'est les mecs qui mettent les darons à l'abri, c'est les meufs qui sortent d'un carcan d'une société machiste et qui deviennent indépendantes avec une activité dans laquelle elles sont fières et qui du coup prennent la vie par les cornes, tu vois. Ouais, je pense que c'est ce qui me rend le plus fier aujourd'hui. C'est top. Et du coup, comment tu identifierais ta communauté, ta tribu, par rapport à celle qu'on peut voir dans d'autres, si on reprend l'exemple du e-commerce, du dropshipping, les personnes qui performent le plus sont pas forcément les plus éthiques. Enfin, en tout cas, il n'y a pas forcément de corrélation entre l'éthique et la performance, hélas, sans citer de nom et sans raconter d'anecdotes particulières. Mais comment tu vois un peu l'écosystème e-commerce et comment tu te positionnes vis-à-vis de ça avec ta communauté et ta tribu? Un nid de vipère, que ce soit autant auprès des formateurs ou des influenceurs aujourd'hui au milieu de e-commerce, dropshipping, etc., que la formation en ligne, l'infoprenariat. C'est un petit monde au début. Moi, si vous ne me connaissez pas, en gros, moi, j'arrive partout, je souris partout, je serre des paluches, je bois des coups avec les gens. Je suis un peu le pote de tout le monde. Voilà, je suis un peu le pote de tout le monde. Parce qu'en général, non pas que je sois un faux cul ou un lèche-cul, mais dans la vie, on n'a pas vraiment raison, on n'a pas de bonne raison de se prendre la tête avec les gens en général.
On a rarement de bonnes raisons de se prendre la tête avec les gens. Moi, je suis plutôt la personne qui essaie de rassembler, d'inclure plutôt que de diviser. Et donc, moi, j'arrive partout, machin, je deviens assez pote avec tout le monde. Je pense que la première année, j'ai déjà rencontré une grosse partie de tous les leaders qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires dans le milieu infopreneurial & co. Et donc, j'ai l'opportunité de voir les coulisses de tout ça. Et je vais assister à des scènes atroces de vol de chiffre d'affaires, de vol de clientèle, de vol de base de données, de tirage dans les pattes incroyables. Et moi, j'arrivais avec cette poudre dans les yeux d'un monde génial, libre, où tout le monde est heureux et vit en cohésion pour changer de notre monde dans lequel on vit vraiment. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est la même merde à une autre échelle. Et donc, à partir de là, moi, j'ai dit non, moi, je veux créer quelque chose de différent. Moi, je veux créer quelque chose de différent. Je veux vraiment ma vision que j'ai autour de ma communauté de la tribu, c'est un jour on achète des putains de terres dans un bout du monde où il fait calme et où il fait paix, où il fait soleil, et on construit des maisons et on vit en autarcie du monde. On vend aux États-Unis, en Europe, en Chine, et on dépense dans notre monnaie locale, machin, et on vit une vraie vie libre où on recrée une société à l'intérieur de la société, en fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui fait sens, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui fait sens. Et le truc, moi, qui m'a le plus choqué, je pense, c'est les valeurs humaines qu'on n'a pas apprises, que la société ne nous a pas éduquées, qu'on a perdues, je sais pas. Aujourd'hui, moi, j'aime bien, et c'est un truc qu'on partage, toi et moi, c'est ce côté pirate. Pourquoi? Pour le code des pirates, en fait. Pour les valeurs fortes, fondatrices, le code d'honneur un peu des hommes, des femmes. La fraternité, c'est un mot qui revient souvent chez moi parce que c'est quelque chose que j'ai pas connu. C'est quelque chose que j'ai pas connu. Malheureusement, les histoires où tu es ami avec ton voisin et ça dure toute une vie et on se soutient dans les bons comme dans les mauvais moments, j'ai l'impression dans notre société Tinder, swipe left ou swipe right, ça s'est perdu et c'est des trucs qui, moi, dans ma tête, dans ma vie, dans mon cœur, font sens et que j'ai envie de remettre au devant de la scène. Et donc, moi, dans mes communautés, que ce soit coaching, formation, dropshipping, c'est no bullshit. On te rentre dedans. Moi, quelqu'un qui arrive sur des talons hauts, dans tous les cas, je lui casse les tibias en général dès qu'il arrive. Hein, en général. Et c'est. Moi, je connais la boutique et de 80% des membres de nos clubs. Ça partage en profondeur ses problématiques, autant d'un point de vue perso que d'un point de vue pro. Tu me parlais tout à l'heure, par exemple, des trucs qui te rendent fier. Ça aussi, la semaine dernière, je me lève. Donc, moi, je me lève, j'ai un décalage avec la France. Et donc, il y a déjà des conversations. Et je vois qu'il y a pas mal de messages en ce moment. Et je vois une vidéo d'un des membres qui n'est pas le plus actif des membres, qui est un peu timide, tu vois, qu'il est un peu dans sa bulle, dans son truc et tout, et qui dit, voilà, j'ai un problème, en fait. J'ai un problème, j'ai voulu créer une marque derrière mon site dropshipping, donc super, moi je pousse les gens à la professionnalisation, etc. Donc, il suit vraiment le cursus de ce qu'on propose, et il lance sa brand, mais en lançant sa brand, il écrase son site existant, qui était en SEO, il perd l'intégralité de son trafic, il se retrouve avec 20 000 balles de stock sur les bras, plus de vente, une femme, 2 gosses à nourrir. Il fait sa vidéo en mode « Je crois que j'ai merdé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je réfléchis à reprendre un boulot pour payer les factures, pour payer la bouffe, machin, par rapport à ma femme, par rapport à mon truc, machin. » Et la vulnérabilité, la force qu'il te faut pour oser demander de l'aide. Tu vois? La force qu'il te faut. Et derrière, une foule de réponses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a donné du job au mec. Il fait de la prestat de service là, pour d'autres gars du club pendant quelques semaines, etc. On lui a donné des solutions pour monétiser son audience. Il avait des bases de données, etc. Par exemple, il lui fait partie de la tribu e-commerce. Il y a une nana qui est coach dans la niche dans laquelle il vend des trucs, qui lui a dit, viens, on fait un partenariat, on prend ta base de données, on vend des trucs, comme ça va faire de la marge. Il y a un gars qui a une autre boutique dans la même niche, ils font un deal où ils vont mettre des produits sur sa boutique, qui vont pousser en email, etc., se partager le bénéfice. Et il y a des gens qui lui ont proposé des contrats de prestat de service le temps qu'ils repartent.
Et le gars, il est reparti. On a fait un meeting hier ou avant-hier, je sais plus. Je lui pose la question et tout. Et il m'a dit, en fait, j'ai complètement changé ma perspective de, ça y est, c'est fini. Je suis une grosse merde. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, en fait. J'ai eu un coup de bol. Ah, ok, il y a des solutions. On y retourne et on y va. Et moi, j'ai vu de l'amour. Tu vois, c'est de l'amour que je vois, de la bienveillance, de la vraie fraternité. Et ça me rend fier. Et ça me dit que je suis dans la bonne direction. Et que même dans l'e-commerce et dans le dropshipping, où en gros, c'est un milieu où les gens y cliquent parce que c'est écrit gagner 1000 euros par jour en te touchant la bite derrière un ordinateur. On a réussi à recréer ça aussi dans cet écosystème-là. Et je trouve vraiment ça génial. Je trouve vraiment ça génial. Mais c'est pas qu'à moi, c'est tous les gens qui font bien évidemment partie de la tribu. C'est tout le staff aussi qui aide à faire que tout ça puisse exister. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on est en train de vivre là. C'est un mastermind d'une semaine qui finit en mastermind de 2 mois, où y a des relations qui se créent, des relations professionnelles, des relations personnelles, des moments d'amitié, des moments de vie. Et voilà, moi, ce qui est important pour moi, c'est que tous ensemble, on vit des moments qui nous marquent. On vit des expériences qu'on kiffe, en fait. Dans tout ça, tu parles de la bienveillance de ta tribu à l'intérieur du groupe, mais ta zone de génie, toi. Parce que s'ils viennent, ils viennent autour de toi. Voilà. Le groupe vit bien, comme on dit. Mais toi, ta zone de génie dans tout ça, tu l'as identifié comment? Comment tu le décris? C'est un vrai problème, ça, parce qu'on n'est pas des focus, on n'est pas des gens qui faisons du focus. Et donc, du coup, ta zone de génie, elle est très compliquée à identifier. Tu m'aurais demandé ça il y a 5 ans, je t'aurais dit que c'est ma grande gueule, mon bagou et ma capacité à vendre des trucs. Aujourd'hui, je te dirais que c'est ma capacité à pouvoir entendre ce que les gens ne me disent pas, à lire entre les lignes dans une conversation, à créer un rapport de proximité fort avec les gens et à créer une dynamique pour que les gens interagissent entre eux. Aujourd'hui, je pense que ma zone de génie, c'est d'être un gourou, quoi. Et du coup, de réussir à connecter, à interagir avec les gens. Et si tu devais refaire quelque chose, admettons, t'as le petit génie là qui te propose de revenir à une étape de ta vie et de changer le destin, c'est quoi? Ramène-moi dans un de mes apéros entrepreneurs qu'on organise depuis 2016, juste avant de boire une bonne carmélite triple, et on change rien au chemin. On change que la carmélite en fait. Maintenant, je la rebois, quoi. Tu vois, tu me l'amènes avant que je la bois. Elle arrive, il me sert et je revis ces moments-là et on kiffe. Non, j'ai aucun regret. Je veux rien changer. Tout se fait parce qu'il doit se faire. Des moments douloureux, des échecs fracassants, des moments où j'ai dépassé la bande grise au sol qu'il fallait pas dépasser, les moments de passion intense, les moments de galère intense. Tout, tout. On garde tout, on continue, on recommence. Euh, et je pense que c'est le chemin. Depuis que j'ai arrêté de courir après les millions, je vais vraiment les faire. Depuis que j'ai arrêté de chercher à être heureux, je suis vraiment heureux. Et, euh, et c'est comme ça que ça devait se passer. Dans 20 ans, tu seras où? Dans 20 ans, je serai au soleil. Je serais dans une belle villa qui surplombe une petite colline, une petite montagne avec la mer en bas. Je serais entouré de gens que je kiffe, avec une vraie bande de potes. Genre de bande de potes sur lesquels tu peux compter dans toutes les circonstances de la vie. Une femme incroyable, des petits-enfants qui gambadent encore, parce que j'aurais peut-être encore un ou deux gosses un peu jeunes. Falloir que j'entraîne un peu ma libido quand même. Et, euh, et je serais encore plus ce que je suis déjà, c'est-à-dire un entrepreneur qui s'amuse et qui crée des projets qui l'excitent avec des challenges toujours plus fous,
qui partage avec des gens en qui il a confiance et avec qui il veut faire croquer la pomme, et un leader inspirant qui invite les gens à vivre une vie plus libre, plus de kiff, plus d'oseille, plus d'amour, plus de tout, quoi. Ça, c'est top. T'as laissé sans voix. Ça me laisse sans voix parce que j'aurais détesté que tu me poses la question parce que ça a l'air tellement clair pour toi, ça l'est tellement pas pour moi que du coup, je suis. Bah, du coup, Gérald, Eh dans bien, 20 ans. écoute, d'habitude, c'est toi qui poses des questions. Pour une fois, c'est moi. C'est vrai. Bon, tu fais partie Je de. m'attelle à l'exercice. Voilà, tu dois jouer le jeu jusqu'au bout et je te remercie une fois de plus de le faire. J'ai une dernière question. Si en un claquement de doigts, tu pouvais avoir l'expertise que tu veux. Toujours pareil, on parlait du petit génie tout à l'heure qui te ramène dans le passé. Si là maintenant tu peux, en un claquement de doigts, devenir l'expert absolu d'une thématique, qu'est-ce que ça serait? Aujourd'hui, si j'avais une expertise ou plutôt peut-être un super pouvoir, ça serait de pouvoir trouver la clé pour transmettre et communiquer ce que je ressens, parfois en coaching ou en interaction sociale. Moi, aujourd'hui, ma vraie frustration, c'est que parfois j'ai l'impression ou je ressens que je comprends le problème que les gens sont en train de vivre. Mais c'est le développement personnel et la vraie complexité pour moi du développement personnel, quand tu cherches à la transmettre, c'est justement que tout ça, c'est très subjectif et c'est très individuel. Et donc, ça serait mon super pouvoir ou mon expertise d'avoir la clé pour réussir à communiquer à l'individu que j'ai en face de moi, qui est un individu complexe avec tous ses codes et son unicité. Comment est-ce que je lui transmets cette prise de conscience incroyable que je viens d'avoir sur moi et sur la vie, sachant que moi-même, j'arrive même pas à mettre les mots sur ce que je viens de vivre. Donne-moi cette clé-là et je pense que j'aiderai beaucoup de gens. Challenge. Challenge. Challengeant. Bon. Si on Après, veut... parfois, il y en a, ils répondraient cette clé s'appelle l'alcool, hein, mais bon, je sais pas. Ouais, ça, ou ouais, les médiums, là, j'ai oublié le nom. Je pourrais poser la Un question. J'ai même médium, pas de médium en plus. Mais on te touche la tête, on te touche les mains et tu arrives à lire dans les pensées, etc. c'est beau. C'est un peu ça. Si on veut te suivre, voir un peu ce qui se passe dans la tribu, voir un peu ton actu, voir tes produits, etc. Est-ce que tu peux nous partager quelques liens? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a répondu non à cette question? Ça serait drôle. Non. Euh, Dis non, vas-y, sois le premier, vas-y. Soit le premier, marquons le coup. Donc, je vais répondre non, mais je vais quand même vous laisser un lien dans la description pour venir cliquer et dépenser votre argent chez moi. EnzoHonoré.com, sur Instagram, partout, sur YouTube, etc. Je vous invite à venir découvrir, bien évidemment, des interviews, si c'est des trucs qui vous parlent, si rentrer dans la tête des gens, ça vous intéresse, et essayer de vous inspirer de parcours inspirants comme le partage Gérald. Et il y en a des drôles aussi de mon côté, puis vous retrouverez également celle de Gérald. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis enzohonoré.com, enzohonoré.com/tribu pour découvrir les clubs d'entrepreneurs que l'on propose et pour pouvoir y adhérer. Si aujourd'hui vous avez un business en ligne que vous avez envie de partager, que vous avez envie d'évoluer au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, au sein d'une fraternité, et que ces idées et que ce qu'on a pu partager aujourd'hui vous a fait marrer, vous avez votre place dans la tribu, rejoignez-nous. Voilà. J'encourage vivement. Je recommande. Et je dis pas ça parce qu'Enzo Je recommande, je mets un super 5 étoiles sur TripAdvisor. C'est ça. Bon, merci frérot. À bientôt. Merci à toi. Merci de nous guider dans cette infinie lumière que tu propages autour de toi. Moi, vraiment, c'est drôle en fait de te retrouver dans un exercice comme ça qui n'est pas du tout ta zone, qui n'est pas du tout ce que tu as fait toute ta vie en fait. Et c'est bien de te voir te challenger, de te voir te remettre en question et de t'amuser aussi, ou en tout cas essayer de t'amuser dans la douleur. Faut savoir que voilà, Gérald est un excellent
architecte technique, visionnaire, marketeur, il a plein de casquettes. Celle du communicant et de la figure publique, ça n'en était pas une. Et pourquoi pas? Et du coup, explorer toutes les facettes de notre personnalité ou que la vie nous met sur le chemin. Rien que pour ça, je trouve que ce podcast est déjà inspirant dans son fait, sans même avoir à rentrer dans le contenu. Donc, merci pour ça. Et puis, merci pour tous les moments que l'on a passés ensemble, pour toutes ces discussions de 2 heures et demie sans fin qui permettaient d'avoir une révolution ou une révélation plutôt sur la vie, sur l'argent ou sur le business. Et puis, merci pour tous les moments que l'on vivra demain autour d'un pastis, d'un vin rouge ou d'une bonne entrecôte. Bisous les véganes. Merci à toi, frérot. Et tu n'y es pas pour rien dans ce projet de podcast. Hein. Tu sais que là-dessus, tu me challenges pas mal. Il paraît que ça déteint d'être con. Je sais pas. Je sais pas, mais on a possible. On est pas mal, hein. À ce niveau-là, on est pas pour mal. revenir sur ces conversations, ces longues conversations, c'est dommage et c'est également une bonne chose, je sais pas, c'est le tout et son contraire, sur le fait que ça n'ait pas été enregistré, que ça n'a pas été diffusé. Parce que je pense qu'on aurait eu quelques pépites quand même. On aurait pu casser Internet, je pense. On y a pensé pendant un moment, effectivement, de les enregistrer, et puis finalement, on l'a jamais vraiment fait, donc c'est que ça devait pas être fait. Peut-être qu'il faut remettre à l'ordre du jour, je sais pas. Peut-être. Ça dépend. Si vous laissez 14 000 pouces bleus en dessous de cette vidéo, on vous donnera peut-être les dossiers secrets, jamais révélés au grand jour, des conversations à coups de millions de neurones perdus qu'on a pu avoir sur la vie, sur le business, sur les choix, sur l'argent, sur quelle typologie de projet, sur est-ce qu'il faut être amoureux de son projet ou pas, sur le fait de créer une muse pour pouvoir justement faire des projets passion en parallèle, sur le fait d'avoir du temps, sur le fait d'être papa, sur le fait d'être parent, sur le fait d'être un bon mari, etc., etc. Sur le fait de se montrer ses montres en live sur Twitch. Mon Dieu. Pour tous ceux qui ne connaissent pas cette anecdote, j'ai failli me faire fermer ma chaîne Twitch à cause d'une belle petite blague de Gérald. Voilà, ça restera. On pourra pas vous mettre un extrait parce que Non, du coup, on peut pas. c'est scandaleux. Mais voilà. Bon. Si vous mettez 18 000 pouces bleus, par contre, peut-être qu'on peut. Je pense qu'il faut qu'on en a. Ouais, non, mais même pas. Je pense qu'il faut qu'on en reste là. Allez, je t'embrasse, mon poulet. À plus tard. À Ciao, plus tard. Ciao, ciao. Merci.